Dans cette édition, nous irons à la rencontre de 80 machinistes de la Sotra pour partager leur joie. Déflatés après la crise post-électorale, ils viennent d'être rappelés par l'entreprise de transport. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, le président de la République procédait à la réouverture des universités publiques du pays. L'heure est au bilan après cette année d'activité. Et puis le Mali a officiellement son nouveau président, Ibrahim Boubacar Keïta, a prêté serment en milieu de matinée. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Premier conseil des ministres de la rentrée gouvernementale ce mercredi. Les ministres ont repris du service après quelques semaines de vacances officielles. Cette réunion de rentrée traite entre autres d'un projet de loi portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme. Avant l'ouverture des travaux, le Premier ministre a tenu à remercier le président de la République qui a accordé des vacances au gouvernement. Daniel Kablan-Duncan a également parlé des défis qui attendent les ministres dans les mois prochains. Écoutons-le. Le gouvernement s'attellera sous votre haute conduite au cours des prochains mois à la poursuite énergique des actions nécessaires pour consolider et amplifier ces acquis. Il s'agit notamment de la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la corruption, la consolidation de l'état de droit, la poursuite du dialogue politique avec l'opposition, la concertation avec le secteur privé et les syndicats, le renforcement des relations avec les partenaires techniques et financiers au développement avec pour objectif la capitalisation des acquis résultant de l'atteinte du point d'achèvement du PPTE, la poursuite des efforts en vue de son éligibilité au Millennium Challenge Corporation et à l'amélioration sensible du classement de la Côte d'Ivoire au Doing Business et l'accroissement de la performance de notre économie. Nous avons foi que sous votre conduite éclairée, la Côte d'Ivoire sera à nouveau un pôle de développement économique et un pôle de progrès social partagé, une nouvelle vitrine régionale au quadruple plan politique, économique, social et culturel. Hors de nos frontières, Ibrahim Boubacar Keïta, 68 ans, élu avec 77,6% des suffrages le 11 août dernier, est devenu officiellement aujourd'hui le nouveau président de la République du Mali. Ibeka, comme l'appellent les Maliens, devrait former son gouvernement d'ici la fin de la semaine. La cérémonie de ce matin à Bamako s'est voulue sobre. Une autre plus festive est prévue le 19 septembre prochain en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Et je vous propose à présent quelques mots forts prononcés par le président malien avant de prêter serment. Il a dit en substance ceci: « Mon premier devoir dès le 4 septembre sera dévoué au rassemblement de tous les Maliens et de toutes les Maliennes, sans exclusive aucune, autour des idéaux de paix, de tolérance. Nous ferons une démocratie apaisée. Je serai le président de la réconciliation nationale. » Voilà, c'était là quelques mots prononcés par Ibrahim Boubacar Keïta, quelques jours avant de prêter serment ce matin à Bamako. La passation de charge entre Ibrahim Boubacar Keïta et son prédécesseur à la tête de l'État malien a eu lieu juste avant la prestation de serment ce matin. Avant cette passation, le président par intérim Dioncounda Traoré était à Abidjan hier. Il est venu faire ses adieux au président Alassane Ouattara et lui dire merci. Le reportage de Viviane Haïma. À quelques heures de la fin officielle de son mandat de chef de l'État intérimaire du Mali, le président Dioncounda Traoré est venu faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara et lui exprimer sa gratitude et celle du peuple malien pour tous ses efforts qui ont permis au Mali et à son peuple de sortir de la grave crise qui a frappé ce pays. Peu après son arrivée ce mardi matin à Abidjan, le président intérimaire du Mali a été reçu au palais présidentiel par le chef de l'État ivoirien. Le président de la République Alassane Ouattara a salué les qualités d'homme d'État du président par intérim du Mali
et sa gestion de la transition à la tête de son pays qui a abouti à la résolution de la crise et à la tenue d'élections présidentielles transparentes et crédibles. Monsieur le Président, je voudrais vous dire à quel point nous sommes admiratifs de ce que vous avez accompli ces mois durant, pendant cette crise complexe que le Mali a traversée. Comme vous le savez, nous avons toujours été à vos côtés parce que le Mali, c'est la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Je voudrais vous dire à quel point vous avez vous-même fait montre d'abnégation, de persévérance, de courage. Permettez-moi que je salue ces grandes qualités d'homme d'État et vous dire que le Mali a eu beaucoup de chance de vous avoir pendant cette période de transition. Donc en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, vous êtes chez vous. Le président Dioncounda Traoré, qui a conduit pendant près d'1 an et demi la transition au Mali, a remercié en des termes forts le chef de l'État ivoirien pour sa contribution en qualité de président en exercice de la CEDEAO et son implication personnelle dans la résolution de la crise au Mali. Le Mali revient de loin. Nous avons passé des mois extrêmement difficiles. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes au bout du tunnel. Après avoir recouvré l'ensemble de notre territoire, après l'organisation de l'élection présidentielle, que toutes et tous s'accordent à reconnaître comme ayant été transparente et crédible, je pense que nous pouvons effectivement dire que nous sommes au bout du tunnel. Ce parcours a été possible grâce à vous, Monsieur le Président. En tant que président de la CEDEAO et aussi en tant que président d'un pays voisin, d'un pays frère ami, vous avez fait en sorte que la tragédie malienne devienne une question de politique intérieure de la Côte d'Ivoire. Une préoccupation permanente des hommes et des femmes de ce pays qui n'ont cessé de nous soutenir, qui n'ont cessé de nous encourager quand il le fallait. Et je pense qu'aujourd'hui, le résultat que nous obtenons est dû à tout cela, mais aussi et surtout à votre leadership au niveau de la CEDEAO. Vous avez dit que j'ai été une chance pour le Mali d'avoir été là, mais j'ai coutume aussi de dire, Monsieur le Président et chers frères, que la chance du Mali a été qu'Alassane Ouattara se trouva au bon moment, au bon endroit. Et je crois que tout ce qui a été fait l'a été grâce à vous. Et c'est tout cela que je suis venu vous exprimer aujourd'hui. Au nom du peuple malien, vous dire merci. Le mandat de président intérimaire du président Dioncounda Traoré prend fin demain mercredi 4 septembre, jour de la prestation de serment du président élu Ibrahim Boubacar Keïta. Ce mandat a donc pris fin tout à l'heure. Cette visite a donné lieu à un double hommage. Dioncounda Traoré a décoré au nom du Mali le président ivoirien et à son tour, le président Alassane Ouattara a distingué le président sortant du Mali. Toujours Viviane Aïna. Cette visite de remerciement et d'adieu du président intérimaire du Mali, Dioncounda Traoré, au président de la République, Alassane Ouattara, a été l'occasion d'un double hommage. En effet, c'est toute la communauté africaine et internationale qui salue et reconnaît la contribution du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, dans la résolution de la crise au Mali, et l'abnégation et le sens du sacrifice du président Dioncounda Traoré. C'est ainsi que l'on peut interpréter la présence des ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO et celle des partenaires de la CEDEAO que sont l'Union africaine, la France, les États-Unis.
au déjeuner officiel en l'honneur du président intérimaire du Mali au palais présidentiel ce mardi. En cette occasion, le président Dioncounda Traoré, rendant publiquement hommage au chef de l'État ivoirien, l'a élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali. À son tour, le chef de l'État ivoirien a redit publiquement la grande estime qu'il porte au président Dioncounda Traoré. Il a élevé Grand Croix dans l'Ordre national ivoirien. Visite de remerciement et d'adieu, le président Dioncounda Traoré devait regagner peu de temps plus tard son pays. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le Mali et la coopération entre ce pays et la Côte d'Ivoire. Avant de revenir à l'actualité nationale, permettez-moi de vous rappeler qu'Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment ce matin à Bamako. Promotion du genre au sein de l'armée ivoirienne. Pour les féliciter et les encourager pour leur choix, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense a reçu les officiers féminins de la 7e promotion et ceux de la promotion Soro-Guillaume de l'école des forces armées de Zambakro à Yamoussoukro. Ces femmes sont la preuve que la fonction militaire n'est pas réservée aux seuls hommes, a dit le ministre Paul Kofi Kofi. Mamadou Kwasi nous en dit plus. Elles étaient 9 au total, dont 3 sous-lieutenants de la promotion Soro-Kibafori-Diom et 6 médecins-lieutenants de la 7e promotion des élèves officiers médecins à avoir été présentés ce jour par le médecin général de brigade Kwame Akissi au ministre en charge de la Défense Paul Kofi Kofi. Saisissant l'occasion, la directrice du service de santé et de l'action sociale des armées, elle-même première femme générale de Côte d'Ivoire, a traduit sa reconnaissance au ministre en charge de la Défense pour son soutien et également sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour son engagement dans la promotion du genre au sein des armées. Pour le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, il était important que ces jeunes officiers féminins qui ont fait le choix d'un métier réservé traditionnellement aux hommes soient encouragés et félicités avant le début effectif de leur carrière dans l'armée. Les jeunes officiers féminins se sont réjouis de l'honneur à elles fait à travers cette rencontre. Au nom des 4, seulement en 1981, elles sont aujourd'hui 200, ces femmes officiers qui exercent dans les unités et les structures spécialisées relevant du ministère de la Défense. Et comme annoncé dans les titres, allons à présent partager la joie de 80 agents de la SOTRA mis en chômage après la crise post-électorale. Ils viennent d'être rappelés par leur entreprise. On n'a pas pensé sur les 100 qu'on pouvait nous rappeler. Parce que rester dehors pendant près de 2 ans, c'est vraiment un sentiment de joie, une grande joie qui m'anime ce soir. 80 machinistes, entendez conducteurs d'autobus, reprennent du service à la Société des transports abidjanais SOTRA. Ils sont issus des 674 déflatés pour raisons économiques. L'entreprise les rappelle, la croissance pointant, 2 ans après avoir frôlé la faillite. Maintenant que les activités reprennent, nous rappelons nos anciens collaborateurs pour venir reprendre leur place à la SOTRA. La SOTRA prévoit la réintégration ou l'embauche de près de 1000 autres machinistes d'ici la fin de l'année 2013. Même terme pour passer de 650 à 1000 autobus. L'entreprise de services publics transporte 650 000 passagers par jour sur son réseau urbain et lagunaire, avec un temps moyen d'attente de 5 à 10 minutes. L'objectif est de transporter 2 millions de passagers par jour à l'horizon 2016. Et le reportage était de Christelle Ménan. Il y a 1 an, le 3 septembre 2012, le président Alassane Ouattara procédait à la réouverture officielle des universités publiques de Côte d'Ivoire. 1 an après, comment se porte l'enseignement supérieur dans le pays? Plutôt bien, selon les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Hier, au cours d'une rencontre avec la presse, la directrice de cabinet a jugé le bilan positif. Francis Boifo. L'achèvement des travaux de réhabilitation et l'équipement des infrastructures universitaires, l'identification des étudiants, la sécurisation des documents, la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur, la mise en œuvre du système LMD, licence master doctorat, et l'instauration des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les universités publiques. Autant d'éléments pour qualifier le bilan de l'année académique 2012-2013 de positif selon la directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais ce tableau reluisant que présente le professeur Edmé Aboitier contraste avec des dysfonctionnements. Le nombre d'étudiants admis à s'inscrire est inférieur à ceux qui sont dans les fichiers des universités. Nous avons noté que les étudiants formellement identifiés, exclus par arrêté, ont été réintégrés par le biais de FIP et s'inscrivent grâce à la complicité fautive de certains agents des universités. Il a été indiqué aux universités
que les 1856 étudiants qui sont exclus par une décision d'arrêté, l'arrêté numéro 254, MES-RES, DGS, du 30 juillet 2012, sont censés n'avoir jamais pu s'inscrire et doivent être retirés des fichiers. Une enquête est d'ailleurs en cours pour situer les responsabilités. Répondant aux questions des journalistes sur le manque de matériel adéquat dans certaines salles de travaux dirigées, la tutelle s'est voulue rassurante. La commande a été énorme, les équipements sont là, on a formé les enseignants, on continue de former et c'est dans toutes nos structures. Pour la rentrée 2013-2014, toutes les dispositions sont prises pour que, effectivement, les enseignements pratiques se fassent. Pour la rentrée académique 2013-2014, les responsables de l'enseignement supérieur annoncent des innovations. Il est prévu en effet de faire fonctionner un groupe de communication qui comprendra une chaîne de télévision, une radio et une presse écrite et qui sera animé par des étudiants, qui sera un puissant outil de communication mis au service de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En dehors de Campus Info, c'est également la redynamisation de toutes les activités culturelles et des activités socio-sportives et éducatives des étudiants. Il est également annoncé l'extension des universités de Korogo et de Daloa, la construction et l'ouverture de l'université de Mans en 2014. Quant aux universités de San Pedro et de Bondoukou, la construction est annoncée pour 2015. Le secteur de la transformation des produits halieutiques, notamment le thon, fera bientôt peau neuve. Une soixantaine d'acteurs se réunissent depuis lundi à Yamoussoukro. Leur objectif, améliorer la compétitivité de la filière du thon. Hugues Veblé est notre envoyé spécial à Yamoussoukro. La rencontre de Yamoussoukro marque la volonté du gouvernement d'optimiser les exportations des produits halieutiques ivoiriens sur les marchés internationaux. Pendant 3 jours va être passé au crible à cet effet le régime d'entreprise franche de transformation de produits halieutiques instauré par l'État en 2005. Ce régime est cantonné à l'exportation, mais on pourrait étendre ça à toute la filière, depuis la production, la commercialisation et l'exportation vers les autres continents, notamment l'Union européenne. Seront donc évaluées les performances et faiblesses du régime franc, ce qui permettra de nouvelles mesures appropriées pour un meilleur développement du secteur de la transformation industrielle des produits halieutiques. Au niveau des impôts et taxes, par exemple, il est dit que les entreprises franches sont exonérées de tout impôt et taxes. Malheureusement, il y a un volet parafiscalité qui est encore imposé aux entreprises franches. Le ministre des Ressources animales et halieutiques se veut rassurant qu'Obenan Kwasi Adjoumani renouvelle l'engagement du gouvernement à réduire les contraintes réglementaires et institutionnelles, celles également qui sont d'ordre financier et réglementaire. Le président de la République, depuis qu'il est arrivé, sur une dette cumulée de 5 milliards, il a fait payer 3 milliards aux entreprises franches. Maintenant, le souci n'est plus tellement de faire cumuler la dette. Il faut mettre en pratique la loi et que nous puissions permettre à ces industries-là de disposer d'avantages assez appropriés. L'exportation des conserves de thon vers le marché européen représente environ 70 milliards de francs CFA sur 460 milliards de recettes d'exportation. L'industrie thonière emploie plus de 3 000 personnes directement et fait vivre environ 40 000 personnes de façon indirecte en Côte d'Ivoire. Demain, les acteurs des filières coton et anacarde vont se retrouver à Yamoussoukro pour se donner les moyens de rendre opérationnelle la réforme annoncée dans leurs secteurs respectifs. Pour rappel, c'est le 25 mars dernier que le Conseil des ministres avait validé le document stratégique de cette réforme. Les enjeux de la réunion de demain avec Noël Niagno. Le coton, l'anacarde, deux leviers économiques importants des régions nord, est et centre de la Côte d'Ivoire, avec des spécificités propres. Quand on prend par exemple le cas du coton, c'est d'abord l'utilisation des intrants. L'approvisionnement en intrants constitue un véritable problème pour les producteurs. D'abord pour pouvoir les trouver et ensuite pouvoir accéder à eux, du fait que tous les intrants sont importés. Pour ce qui concerne la filière anacarde, la spécificité c'est que c'est une filière qui pour l'instant est dans l'informel.
À cela s'ajoute le fait que l'une des spéculations est annuelle, le coton, et l'autre pérenne, l'anacarde. En dépit des réponses apportées par l'État, la filière coton n'a pas encore retrouvé son équilibre financier. Au niveau de la filière anacarde, malgré la forte croissance de la production, plus de 400 000 tonnes, les revenus de la filière sont restés très bas en raison du faible niveau de transformation, à peine 5%. Une réforme est donc annoncée pour être en phase avec la vision du président Alassane Ouattara, faire en sorte que le producteur soit le premier bénéficiaire du fruit de son labeur. 72 heures durant, tous les acteurs auront à cœur de se donner les moyens de l'opérationnalisation de la réforme. Se retrouvent à Yamoussoukro non seulement tous les acteurs de la filière, depuis le collège des producteurs jusqu'au collège des exportateurs, mais il y a également les partenaires techniques et financiers. Il y a tous ceux qui œuvrent dans les activités d'accompagnement de la filière agricole, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de la transformation, que ce soit au niveau de la commercialisation. Il y a la recherche et il y a aussi le conseil agricole. Un plateau d'acteurs susceptibles de rendre crédible le document à l'effet de lever tous les obstacles et rendre fluide l'opérationnalisation de cette réforme dans les meilleurs délais. Après Gagnoa, le président de l'Assemblée nationale sera bientôt dans la région de la Mai pour parler réconciliation. Une visite en laquelle les populations locales placent de nombreux espoirs. Ces populations se sont exprimées au micro de Victorine Yaoyobwe. Les populations de la région de la Mai veulent recevoir le président de l'Assemblée nationale sur leur sol. Leur demande, selon Sekongo Félicien, conseiller spécial en charge des ONG et associations, a été acceptée. Guillaume Kigbaforisoro sera donc à Zopé, à Coupé, à Lépé et Yakase à Tobrou, les 4 départements qui composent la région de la Mai. Nous voulons accueillir le président de l'Assemblée nationale parce que nous voulons que sa visite dans la région de la Mai nous aide à réconcilier les communautés vivant dans la région de la Mai. Nous voulons aussi poser un certain nombre de problèmes liés au problème de fond de la réconciliation. Si nous ne sommes pas réconciliés, il sera difficile de procéder, d'aller au développement. Les populations souhaitent que cette prochaine visite du président de l'Assemblée nationale dans leur région apporte des réponses à leurs préoccupations. Cette route que vous voyez, elle mène vers la morgue et elle est vraiment impraticable. Nous avons tous des problèmes pour avoir accès à la morgue. Donc nous pensons que si l'arrivée du président de l'Assemblée nationale ici à Zopé vraiment va nous soulager. Les routes, pour aller dans un village, si il pleut comme ça, là, tu ne peux même pas aller au village. Tu sors, tu prends la voiture, on dit on ne peut pas aller. Tu es obligé de prendre moto aussi, ce n'est pas prudent. Un peu seulement il y a accident. Présentement dans la région de la Mai, nous avons au moins 4 séries, mais vraiment l'emploi n'est pas suffisant pour la jeunesse. Nous avons beaucoup de difficultés pour avoir du travail. D'autres régions de la Côte d'Ivoire attendent également de recevoir le président de l'Assemblée nationale pour donner un coup de pouce à la réconciliation et au développement dans ces régions. La 13e édition du concours cinématographique Clap Ivoire a été lancée hier. Plusieurs films ivoiriens, mais également d'autres pays africains seront projetés et soumis au jury. Les projections prennent fin demain et des prix seront décernés. C'est ce que nous dit Patricia Omouetia dans son reportage. Ça tourne. Les projecteurs sont braqués depuis hier sur l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. La 13e édition du concours de jeunes cinéastes africains est lancée. La petite Noura, c'est l'histoire d'une petite fille qui est dans un village, qui est déscolarisée. Elle rêve d'aller à l'école. Et à Abidjan, son rêve va devenir un cauchemar. C'est l'histoire d'un homme dont la femme ne peut faire l'amour tant qu'elle ne mange pas des omelettes. Le nombre de pays participants a connu une croissance, notamment le Libéria, le Togo, la Gambie. En dédiant l'année 2013 au cinéma, c'est le moment pour les acteurs du secteur de faire preuve de créativité. Dans nos pays, les écoles de cinéma n'existent plus. Le cinéma lui-même éprouve d'énormes difficultés. Les salles de cinéma ont été fermées, ont été transformées en autres lieux que des lieux de distribution du cinéma. Il faut donc former la relève. Le cinéma, il est art,
mais il est aussi technique. Et comme toutes les sciences et techniques modernes, il faut s'en approprier. Et ça, c'est l'élément numéro 1. Ensuite, viendront les talents. Plus de 15 films sont en compétition. Les projections des films vont se faire dans plusieurs endroits, notamment des salles de cinéma. Les séances sont ouvertes à tous les jeunes qui voudraient affiner leurs connaissances dans ce domaine. En France, le Premier ministre tente aujourd'hui de convaincre les députés. Jean-Marc Ayrault doit leur parler du bien fondé d'une action militaire en Syrie. Mais la partie ne sera pas facile, surtout après un courrier adressé au président de l'Assemblée nationale française par son homologue syrien. Il justifie les actions de Bachar el-Assad qui affirme lutter contre l'islam radical. Pour couper court aux doutes et atermoiements de personnalités politiques de la droite, voire de sa propre majorité, le chef du gouvernement français a réuni lundi durant 2 heures des parlementaires de tous bords pour clarifier la stratégie suivie par François Hollande. Document secret déclassifié à l'appui et rendu public par la même occasion, Jean-Marc Ayrault leur a présenté une synthèse imputant une nouvelle fois la responsabilité de l'attaque chimique du 21 août à Bachar el-Assad. En effet, selon les experts, il est le seul à posséder des tonnes d'hypérite, de sarin et de VX, et le seul à avoir la capacité de s'en servir à grande échelle. Par ailleurs, les documents vidéo tournés par des médecins de la rébellion ou des civils, authentifiés et certifiés par les services français, ne laissent aucun doute sur la nature des armes utilisées. À l'issue de sa présentation, Jean-Marc Ayrault a confirmé le choix stratégique du président. La France est donc déterminée à sanctionner l'usage de l'arme chimique par le régime de Bachar el-Assad et de le dissuader d'y recourir à nouveau par une action ferme et proportionnée. Il n'est pas question pour la France d'agir seule. Le président de la République continue son travail de persuasion pour réunir, dans les meilleurs délais, une coalition. Jean-Marc Ayrault a précisé que le débat de mercredi au Parlement ne serait pas suivi de vote et que François Hollande prendrait sa décision une fois la coalition mise sur pied. Dans un entretien accordé au Figaro, Bachar el-Assad a rétorqué que la France était hostile au peuple syrien et que cela aura des répercussions négatives sur ses intérêts. Il en a profité pour élargir la menace à toute la région, affirmant que le chaos et l'extrémisme s'y répandront en cas de frappe. Au Japon, le gouvernement entend s'impliquer directement pour résoudre la question de l'eau radioactive de la centrale de Fukushima. Ce ne sont pas moins de 235 milliards de francs CFA qui devraient être investis. Réunion de crise au Japon sur l'accident de Fukushima. 2 ans et demi après le tsunami qui a ravagé la centrale nucléaire, le gouvernement jure de venir à bout de la contamination et annonce un plan de 360 millions d'euros. Dès lundi, le Premier ministre faisait part de son intention de reprendre les choses en main. Nous ne pouvons pas laisser à la seule compagnie TEPCO, gérante du site, la tâche de régler le problème de l'eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima. À partir de maintenant, le gouvernement dirigera les opérations pour trouver une solution globale. Car tout le monde s'inquiète des nombreuses avaries, des nouvelles fuites et de l'eau contaminée qui continue de s'échapper massivement en mer. Colère non seulement des pêcheurs japonais qui de nouveau ne peuvent plus pêcher, mais inquiétude aussi dans l'ensemble de la population nippone et à l'étranger. Une manifestation a eu lieu encore la semaine dernière à Tokyo. Ils nous tuent à petit feu. C'est ça qui me met en colère. Le site nucléaire regorge de 400 000 tonnes d'eau polluée, enfouie dans le sous-sol ou stockée dans 1 millier de réservoirs spéciaux montés à la hâte. Et le volume d'eau contaminée ne cesse d'augmenter car il faut continuer chaque jour de refroidir les réacteurs. Récemment, un réservoir a perdu 300 tonnes de liquide hautement radioactif dont une partie a rejoint l'océan. Alors que faire aujourd'hui d'une telle quantité d'eau polluée ? Nous devrons envisager de déverser de l'eau faiblement radioactive dans la mer si c'est nécessaire. Encore faut-il que le dispositif de décontamination fonctionne, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Le plan gouvernemental prévoit donc la mise en place de moyens supplémentaires et la création d'une barrière en injectant dans le sol une matière spéciale supposée figer les matériaux radioactifs et stopper leur écoulement.
Et c'est la fin de cette édition. Avant de nous séparer, sachez que les ministres ivoiriens ont repris du service ce matin. Après quelques semaines de vacances, ils ont pris part au Conseil des ministres de rentrée gouvernementale en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Bon après-midi et bonne suite de programmes sur RTI1.